des principes généraux du contrôle interne. Vous avez le principe d'organisation. Principe d'organisation avec un manuel de procédure est prévu par un article du décret de 93 qui est l'article 1. Et ce décret dit ceci: un document décrivant les procédures et l'organisation comptable est établi par le commerçant dès lors que ce document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles. Dans une grande entreprise, il y a des procédures donc écrites, des instructions, c'est indispensable. Un organigramme des différentes fonctions, des différentes responsabilités, un manuel des procédures, tout cela est écrit. Dans une entreprise de taille plus modeste, on a souvent plutôt une information verbale que des procédures écrites. Mais on peut avoir aussi un manuel de procédure, mais on le rencontre moins fréquemment dans les petites entreprises, dans les entreprises de plus petite taille. Le principe d'harmonie. Principe d'harmonie, le contrôle interne doit être adapté à l'entreprise et à son environnement. Alors, il est totalement inutile de multiplier des procédures coûteuses, longues, si le rapport coût-efficacité n'est pas satisfaisant, bien sûr. Il faut comparer le coût de la procédure avec le coût entraîné par la survenance d'un risque. Ces deux éléments sont essentiels et la procédure ne peut être efficace que si elle permet d'éviter toute fraude, mais non efficiente si le coût, si le prix de cette procédure est trop élevé. Dans une petite entreprise, un contrôle interne plus modeste va être compensé par le fait que le chef d'entreprise, lui, connaît mieux son personnel, connaît aussi les activités, et ce qui permet ainsi de compenser cette faiblesse du contrôle, enfin des procédures ou cette absence peut-être de manuel de procédure, par exemple, comme nous l'avons cité dans le principe 1. Le principe d'intégration. Le principe d'intégration, qui est donc celui-ci, des informations semblables qui figurent dans des documents différents doivent être recoupées afin de s'assurer de la fiabilité des informations. Alors on peut prendre l'exemple d'une facture qui émane d'un fournisseur. Il va falloir la comparer, cette facture, avec le bon de commande avant d'être comptabilisée puis payée. Alors, l'utilisation de l'informatique va faciliter ces recoupements, puisqu'on peut assurer de manière automatique ces recoupements. Par exemple, tout bon d'entrée de matière va être comparé par l'ordinateur à une facture d'achat, puis à un décaissement fournisseur, grâce au système, bien sûr, informatique. Le principe de séparation des fonctions. Nous avons déjà évoqué ce principe tout à l'heure. Le principe est le suivant: les recoupements et les contrôles réciproques sont indissociables d'une règle de séparation des fonctions. Et toute absence de séparation de fonctions entraîne la possibilité d'une fraude sans que celle-ci puisse être détectée par un contrôle réciproque. Dans une petite entreprise, nous venons d'en parler, le contrôle interne connaît des limites. Lorsque vous employez un comptable ou deux comptables, voire deux comptables. Et pour éviter toute fraude, le gérant doit être le seul, bien sûr, à disposer de la signature sociale afin de pouvoir vérifier les chèques qui sont émis, qu'il signe ou qu'il endosse avec tous les justificatifs nécessaires à l'appui, bien sûr, de ces chèques. Dans une grande entreprise, il y a délégation de pouvoir, donc c'est obligatoire. La délégation de pouvoir, on va dire, s'impose. Et le contrôle interne doit séparer les fonctions suivantes et les attribuer à différentes personnes pour éviter ce risque ici. Et fonction de décision, fonction de détention matérielle des valeurs monétaires ou des biens physiques, de façon à assurer la protection et la conservation, fonction de comptabilisation, saisie et traitement de l'information, et enfin, fonction de contrôle, qui doit être exercé par un auditeur interne, qui est exercé par un auditeur interne ou un réviseur contractuel, éventuellement mandaté pour cette mission. Prenons l'exemple, pour illustrer, d'un achat de matière. La personne qui est à l'origine de l'achat doit obtenir de la part du décideur son approbation pour éviter de commander des matières inutiles ou en trop grande quantité. Donc, la fonction de détention des biens physiques est assurée par le magasinier. Afin de respecter le principe de séparation de fonctions, le magasinier doit s'occuper à la fois des entrées physiques et des mouvements d'entrée en stock comptable, sinon il y a des risques de dissimulation, de détournement. Il est souhaitable que le responsable des stocks fasse la saisie des entrées dans le magasin à partir d'un exemplaire bon de réception et que le magasinier ne s'occupe que de la manutention pour éviter toute fraude, bien sûr. La fonction de comptabilisation est assurée par le
la fonction de comptabilisation est assurée bien sûr par le comptable, qui va contrôler la facture fournisseur avec le rapprochement bon de commande, approuvé par une personne autorisée, et avec le bon de réception qui est visé par le responsable des stocks. On a bien une séparation des fonctions, et le comptable ne doit jamais manipuler des espèces, des chèques ou tout autre paiement, et ne doit jamais, bien sûr, disposer de la signature sociale. Le responsable dispose de la signature sociale, mais le comptable, non. Voilà donc des principes ici, donc ce principe de séparation des fonctions illustré sur cette procédure achat ici de matière. De même, pour compléter, toute personne qui manipule des espèces, des chèques ou qui dispose de la signature ne doit pas avoir accès à la comptabilité. Voilà encore un principe à respecter. Le principe de permanence et d'universalité. Principe de permanence d'universalité, la mise en place du contrôle interne dans l'entité nécessite une certaine pérennité, suppose une certaine pérennité ici, et toute organisation doit être stable pour que le personnel ne perde pas de temps à s'adapter à une nouvelle procédure ou à de nouveaux logiciels. Bien sûr, il faut faire évoluer, les logiciels évoluent, donc il faut que le personnel soit en mesure de s'adapter à ces nouveaux logiciels, donc la formation, les techniques de travail aussi évoluent, le contrôle interne devra donc s'adapter, et le principe de permanence, qui est un principe de permanence de stabilité, ne doit pas non plus être trop rigide pour que l'on puisse faire évoluer les systèmes. Les composantes du contrôle interne. Les composantes du contrôle interne, 5 composantes dans le contrôle interne qui sont liées, composantes qui sont liées. Ces 5 composantes sont les suivantes. La première composante est une organisation comportant une définition claire des responsabilités, disposant des ressources et des compétences adéquates, qui s'appuient sur des systèmes d'information, sur des procédures, des outils, des pratiques appropriées. Premier principe, le principe définition claire des responsabilités. Organisation appropriée, responsabilité, pouvoir clairement défini, c'est important bien sûr. Il faut formaliser et communiquer au moyen de description les tâches et les fonctions, l'organigramme hiérarchique, fonctionnel, les délégations de pouvoir, tout cela est essentiel. Une politique de gestion des ressources humaines de façon à recruter des personnes qui sont compétentes pour exercer ici donc au sein de l'entité et pour pouvoir donc vérifier et pour pouvoir mettre en place ce contrôle interne et aussi évaluer ce contrôle interne. Des systèmes d'information qui doivent être adaptés aux objectifs. Les systèmes informatiques sur lesquels s'appuient ces systèmes d'information doivent être protégés. Nous parlerons aussi de risques informatiques au niveau de la sécurité physique, conservation des données. Bon. Des procédures, des modes opératoires, on parle de procédures mode opératoire ici, donc avec définition des fonctions, ligne hiérarchique fonctionnelle au sein de l'organigramme, fréquence des contrôles, quelles sont les personnes responsables des contrôles, des outils, bien sûr, des instruments de travail, l'informatique essentiellement, la bureautique. Ici, tout cela fait partie de cette première composante. Deuxième composante, la diffusion en interne d'informations pertinentes, fiables, dont la connaissance permet à chacun d'exercer ses responsabilités. Deuxième, ici, composante. La société doit disposer de processus qui assurent la communication d'informations pertinentes, fiables, bien sûr. Troisième composante, un système visant à recenser, analyser les principaux risques identifiables au regard des objectifs de la société et de s'assurer de l'existence de procédures de gestion de ces risques. Recensement des risques. Très important, identifier les principaux risques, qu'ils soient internes ou externes, qui peuvent avoir un impact sur la probabilité d'atteindre les objectifs que l'entité s'est fixés. Analyse des risques, deuxième élément important, et procédure de gestion des risques. Procédure de gestion des risques, voilà les 3 points importants de cette troisième composante. Des activités de contrôle proportionnées aux enjeux propres à chaque processus est conçu pour s'assurer que les mesures nécessaires sont prises en vue de maîtriser les risques susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs. Donc les activités de contrôle sont présentes dans l'organisation, à tout niveau, dans toute fonction, qu'il s'agisse de contrôles qui soient orientés vers la prévention ou la détection, de contrôles qu'ils soient manuels ou informatiques, ou bien de contrôles hiérarchiques. Ces activités de contrôle doivent être ici présentes à tout niveau.
Et puis, cinquième composante, une surveillance permanente sur ce dispositif de contrôle interne ainsi qu'un examen régulier de son fonctionnement. On a un dispositif, donc il faut surveiller, améliorer ce dispositif et il faut examiner régulièrement son fonctionnement, voire mettre en œuvre des actions correctives si nécessaire, s'il y a des déficiences au niveau de ce contrôle interne. Le périmètre du contrôle interne. Il appartient à chaque société, on dit, de mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté à sa situation. On vient d'en parler à l'instant dans le cadre du groupe. La société mère, ici la société consolidante, veille à l'existence de dispositifs de contrôle interne au niveau de ses filiales. Donc il y a une collaboration importante entre, bien sûr, le service comptable, enfin les services comptables de la mère et les filiales, et ces dispositifs doivent être adaptés à leurs caractéristiques propres et aux relations entre la mère et les filles. Pour les participations significatives, dans lesquelles la mère exerce une influence notable, il appartient à cette dernière d'apprécier la possibilité de prendre connaissance et d'examiner toutes les mesures prises par cette entité en matière de contrôle interne. Parce que là, on parle de filiale, d'accord ? Filiale ici, et donc, dans le cas des sociétés sous influence notable, il faut aussi, bien sûr, prendre connaissance et examiner toutes les mesures qui ont été prises par cette entité de façon à connaître son contrôle interne et apprécier son contrôle interne. Les acteurs du contrôle interne. Alors, les acteurs du contrôle interne, le conseil d'administration ou de surveillance. Alors, le niveau d'implication de ce conseil d'administration ou de surveillance va varier d'une société à l'autre, mais il appartient à la direction générale, ici, de rendre compte au conseil ou à son comité d'audit, lorsqu'il en existe un dans l'entité, des caractéristiques de ce dispositif de contrôle interne. Et si nécessaire, le conseil peut faire usage de ses pouvoirs pour faire procéder par la suite à des contrôles et à des vérifications qu'il juge nécessaires ici sur ce contrôle interne. La direction générale, le directoire. La direction générale, directoire chargée de définir, de surveiller le dispositif, le mieux adapté à la situation de la société. Et ils se tiennent régulièrement informés de ces dysfonctionnements, des insuffisances, des difficultés d'application, voire éventuellement des excès. Et veille bien sûr à l'engagement plus précisément d'actions correctives pour faire face à ces dysfonctionnements ici que l'on aurait constatés. L'audit interne. Alors l'audit interne, nous en avions parlé au cours d'une séquence précédente. L'audit interne, lorsqu'il existe, le service d'audit interne a une responsabilité dans le fonctionnement du dispositif du contrôle interne. Responsabilité au niveau de l'évaluation du fonctionnement du dispositif du contrôle interne et par conséquent faire toutes les préconisations nécessaires pour l'améliorer ici. Le responsable de l'audit interne va rendre compte à la direction générale, aux organes sociaux, les principaux résultats de la surveillance exercée par cet audit interne. Le personnel de la société, en particulier les responsables opérationnels, par exemple le responsable des achats, en prise directe avec le dispositif de contrôle interne, la procédure achat pour le responsable des achats. Donc, ils ont un rôle important. Les cadres financiers qui jouent aussi un rôle important de pilotage et de contrôle de cette organisation. Et nous terminerons par les limites du contrôle interne, puisque nous avons défini les caractéristiques du contrôle interne, les limites. Alors, il existe des limites inhérentes à tout système de contrôle interne, et ces limites vont résulter de nombreux facteurs, notamment des incertitudes sur le monde extérieur. En ce moment, avec la crise, il y a quand même pas mal d'incertitudes, de l'exercice de la faculté de jugement ou de dysfonctionnement pouvant survenir en cas de défaillance humaine ou de simple erreur, donc des facteurs ici qui limitent l'efficacité du contrôle interne. Et lors de la mise en place des contrôles, il est nécessaire, nous l'avions déjà abordé au cours d'une section précédente, du rapport entre le coût et le bénéfice, et de ne pas développer des systèmes de contrôle interne qui seraient inutilement coûteux, quitte à accepter, attention, un certain niveau de risque.